Ça sent le roussi pour Guy Marius Sagna. Rébellion, acte de nature à troubler l'ordre public, voie de fait sur des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Telles sont les charges qui pèsent sur Guy Marius Sagna et 7 de ses camarades. Ils ont bénéficié d'un retour de parquet aujourd'hui. Selon les dernières informations, ils seront présentés au procureur demain mardi. Ibrahim Khan. Déféré au parquet ce lundi, Guy Marius Sagna et compagnie n'ont finalement pas fait face au procureur, encore moins au juge d'instruction. Ils bénéficient d'un retour de parquet. Entre autres chefs d'inculpation retenus contre les activistes, actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves et à jeter le discrédit sur les institutions politiques et leur fonctionnement, incitation à la révolte, mais également violence et voies de fait sur des agents dans l'exercice de leurs fonctions. La question qui se pose est de savoir quelle suite pour ces activistes après ce retour de parquet. En croire leur avocat, Maître Moussa Sarr, il faut s'attendre à une ouverture d'informations judiciaires auprès d'un cabinet d'instruction, mais également au placement sous mandat de dépôt des mises en cause au vu des chefs d'inculpation retenus contre eux. Pour rappel, Guy Marius Sagna et compagnie ont été arrêtés vendredi lors d'une marche de protestation contre la hausse du prix de l'électricité, une marche interdite par l'autorité, mais tenue tout de même. Et justement, Ibrahima, la libération de Guy Marius Sagna et compagnie exigée par le mouvement Frappe France Dégage et quelques membres de la société civile. Selon eux, des faits plus graves se sont passés aux devantures du palais de la République concernant des membres de l'APR sans tambour ni trompette. Ils dénoncent une justice à double vitesse, raison pour laquelle une grande marche populaire est prévue le 13 décembre prochain. Objectif, s'insurger contre la hausse du prix de l'électricité. Nous y reviendrons avec le reportage de Fatima Touré. Agents dans l'exercice de leurs fonctions. Maintenant à la conférence internationale organisée par le Sénégal et le FMI, conférence internationale sur le thème développement durable et dette soutenable, trouver le juste équilibre. Dans son intervention, le chef de l'État a appelé à mettre à profit le dividende démographique de l'Afrique d'ici 2050. Vous le savez, la population va doubler. Il faudra donc beaucoup investir, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation. Voici le président de la République. L'Afrique est un exemple illustratif. D'ici 2050, la population du continent va doubler pour dépasser le seuil de 2 milliards d'habitants contre 1,3 milliard aujourd'hui. Ce doublement de la population africaine en une génération fera ainsi du continent le premier réservoir mondial de main-d'œuvre, d'où une réelle opportunité pour accélérer notre marche vers le développement. Je dis opportunité, parce que pour mettre à profit ce dividende démographique, il nous faut investir, encore investir et toujours investir, et beaucoup investir. Il nous faut investir dans l'éducation et la formation pour des ressources humaines qualifiées, aptes à satisfaire les besoins du marché, à entreprendre et à créer des activités génératrices d'emplois et de richesses. Voilà, le président Macky Sall, propos recueillis par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Dans la même rencontre, Macky Sall a aussi avancé que la dette doit être investie dans le secteur qui génère plus de capacités productives pour qu'elle crée elle-même les conditions de son remboursement. Souleymane Niang, bonsoir. Bonsoir Chérif. Avant d'en venir à la soutenabilité de la dette, d'abord, quel est le montant de la dette et la structure de la dette du Sénégal? Au troisième trimestre de l'année 2019, donc au mois de septembre dernier, la dette publique du Sénégal, ou plus précisément la dette de l'administration centrale, s'élevait à 7 764 milliards
et 191 millions de francs CFA. Il faut d'abord préciser que la dette de l'administration centrale ne prend pas en compte la dette des sociétés nationales, les garanties de l'État, ni les dettes viagères telles que les dettes de pension, de retraite et autres. Quant à la structure de cette dette, elle peut être examinée sous deux angles. D'abord, la maturité ou l'échéance de la dette. Sur les 7 764 milliards, il n'y avait en septembre dernier ni titre de créance ni crédit à court terme. Autrement dit, l'État n'a pas émis de bons de trésor. Toute la dette amortie à long terme avec toutes les conséquences financières. Lorsqu'on parle de la soutenabilité de la dette, Souleymane, qu'est-ce que cela veut dire et comment détermine-t-on une dette soutenable? Il faut d'abord regarder le ratio dette PIB, produit intérieur brut, en sachant que le critère de convergence de l'UEMOA dans ce domaine veut que la dette ne dépasse pas 70% du PIB. Or, comme vous pouvez le constater, si l'on considère le PIB en 2018 par exemple, à savoir 12 500 milliards de francs CFA, ce ratio est de 62% en deçà du plafond fixé par l'UEMOA. Évidemment, si on considère l'ensemble de la dette publique, y compris la dette des sociétés nationales, ce chiffre pourrait changer, mais si on se base sur ces critères strictement, la dette est soutenable. Il reste à savoir si les recettes de l'État, et ça c'est le deuxième critère, permettent de payer le principal et les intérêts de la dette sans compromettre les autres obligations de l'État. Il faut savoir qu'en 2019, l'amortissement et les charges de la dette s'élevaient à 863 milliards à tirer des recettes fiscales et non fiscales de l'année ainsi que des recettes exceptionnelles, soit un total de 2 718 milliards. Autrement dit, 31,7% de nos recettes servent à payer la dette. In fine, le Sénégal peut-il durablement maintenir son niveau d'endettement actuel, amortissement et charges compris? La réponse courte est oui, en analysant statistiquement et de manière statique. Mais si on considère l'évolution de la dette sur une longue période, on peut s'interroger sur la capacité du Sénégal à rembourser cette dette ou à soutenir cette dette. Entre septembre 2017 et septembre 2019, l'encours de la dette a connu un bond de près de 2 000 milliards de francs CFA. Sur la même période, la dette à court terme est passée de 82 milliards à 0. Cependant que la dette à long terme n'a cessé de croître. C'est ce qui explique le poids du service de la dette sur les finances publiques. Les investissements productifs peuvent atténuer ce problème, comme l'a dit le président de la République, pourvu qu'il ne se fasse pas ces investissements productifs au détriment des investissements sociaux. Merci Souleymane. Allons maintenant à l'Assemblée nationale pour évoquer le marathon budgétaire. Aujourd'hui, c'était au tour de Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, de faire face au Parlement. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal pour solutionner la problématique de l'assainissement et l'accès facile à l'eau, l'opposition parlementaire soutient qu'il reste beaucoup à faire. Une déclaration rejetée par le Parlement, par les parlementaires de Benno Bokk Yakaar. Ils se sont prononcés en marge du projet de budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, budget évalué à 113 milliards 329 millions 743 000 francs CFA. Voyons tout cela avec Mohamed Somb et Diafar Abba. Lorsque l'attribution a été faite à Suez à la fin du mois de mai, notifié au ministère de l'Eau et de l'Assainissement par l'ARMP le 16 juin, le 28 juin, j'ai reçu les syndicats de travailleurs qui m'ont fait part de leur exigence d'avoir un poste de conseil d'administration et puis d'avoir 15% du capital. On a fait les concertations nécessaires au niveau du gouvernement. J'ai moi-même pensé que c'était sain que des travailleurs s'intéressent à leur outil de travail. Donc sur les deux revendications, poste au conseil d'administration, on a dit oui. Augmentation de leur part, de tous les travailleurs, on a dit de 5% à 10%. Mais eux, ils pensent qu'ils doivent aller au-delà de ça. Et depuis lors, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que le gouvernement a fait des pas et eux, ils sont restés sur leur exigence de 15%, sans faire de contre-proposition à 12, à 11 ou bien à 13%. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls déterminants dans la décision.
il y a les partenaires avec lesquels on s'est engagé depuis 2007 sur la répartition du capital. Il y a aussi les travailleurs de la SONES et de l'ONAS avec lesquels aussi on a discuté. Pour les populations, nous avons pris les dispositions pour assurer la continuité du service. Parce que le droit de grève est reconnu, mais le droit des citoyens d'avoir la satisfaction de leurs besoins essentiels aussi est reconnu. Voilà, vous l'aurez compris, le ministre Souleymane Serigne Mbaye Thiam s'exprimait plutôt sur l'exigence des travailleurs de la SDE qui demandent 15% du capital de la nouvelle société. Serigne Mbaye Thiam a livré sa version des faits. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour la continuité des services pour alimenter les populations en eau. Nous reviendrons dans un instant au cours de cette édition sur le compte-rendu de son passage à l'hémicycle. Restons justement au Parlement. Hier, c'était au tour du ministre de l'Intérieur. Les députés ont adopté le budget 2020 du ministère de l'Intérieur, arrêté à plus de 126 milliards de francs CFA. Ali Ngouille a été aussi interpellé sur des questions d'actualité, notamment le report des élections locales et l'installation de Famara Ibrahima Sagna qui se fera dans cette semaine. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. C'est une interpellation de la députée Aïda Mbodj à quand l'installation de Famara Ibrahima Sagna chargée de piloter le dialogue national. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander devant la représentation nationale pourquoi vous n'avez pas encore installé Famara Ibrahima Sagna. Il dit qu'il ne peut pas travailler tant qu'il n'est pas installé. Et vous savez qu'il ne peut pas faire dans l'informel. L'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie s'est aussi invité au débat. Guy Marius Sagna et ses amis ont bien mûri leur plan et vous leur encouragez, soi-disant, c'est des guerriers, alors que tel n'est pas le cas. Lorsque les étudiants de l'APR ont escaladé les murs du palais, ils n'ont pas été inquiétés. Et vous nous parlez aujourd'hui d'appliquer la loi. Qu'est-ce que vous connaissez de la loi? Arrêtez Bob, il faut faire disparaître cela et libérer rapidement Babacar Diop et Guy Marius Sagna. D'autres questions soulevées, l'organisation des élections, la sécurité, le vol de bétail, le saccage du tribunal de Louga, le dialogue politique, entre autres. On est dans le cadre du dialogue, on parle de ça, le comité de suivi a été installé récemment, mais nous gardons un œil attentif sur ce qui va se faire. Ndaxte Wolof Njaay nee na ku ndóbin rey ci élection yi boo gisee lu sol koppati bu marron boole ci sabadoor bu bleu boo dawul tamit war mën a jël say pexe. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, rassure les parlementaires sur les différentes préoccupations. Il estime que Famara Ibrahima Sagna peut être installé dans la semaine. Nous avons espoir que le président va signer le décret en début de semaine. Comme ça, on pourra l'installer dans la semaine. C'est ce décret qui va indiquer les personnes avec qui Famara va échanger, va dialoguer. Les députés ont adopté le budget 2020 du ministère de l'Intérieur, arrêté à plus de 126 milliards 698 millions francs CFA pour des autorisations d'engagement de 177 milliards 186 millions francs CFA. Merci Alassane. La foire internationale de Dakar démarre jeudi prochain. Le ministère du Commerce se réjouit du niveau d'avancement des préparatifs à J-3 de l'événement commercial. La FIDAK enregistre pour le moment un taux d'occupation des stands d'environ 87%. La ministre de tutelle était ce matin sur le site pour une visite des lieux. Maguette Soiré Diallo et Diafaraba. Sur place, des ouvriers s'affairent autour des derniers réglages. Le CICES s'apprête à accueillir la 28e édition de la foire internationale de Dakar. Le ministre de tutelle se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Tout est quasiment fin prêt pour l'ouverture de la FIDAK. À l'état actuel, on peut dire qu'il y a déjà un taux de 87%, un taux d'occupation de 87%. On note bien qu'il y a une amélioration vraiment de l'aspect visuel. La FIDAK, un rendez-vous d'échange et de commerce. Cette année, plusieurs innovations sont annoncées pour rendre cette foire plus attractive. Le cadre du CICES est très embelli, est très joli. Et ceci participe d'une politique
nouvelle que nous avons initiée. Et ceci, c'est pour laisser les espaces respirer. Et ça participe de la sécurité tant demandée par la gendarmerie. Jadis, la FIDAK était très prisée. Aujourd'hui, la fréquence des visites à cette foire suscite des interrogations. Moi, je ne le perçois pas. Je ne le perçois pas. Vous voyez que tous les espaces sont construits. Donc, vous voyez, le CICES a sa clientèle naturelle. Ils font la commande et ils n'ont pas besoin d'être là tous les jours. La foire internationale de Dakar débutera ce 5 décembre et prendra fin le 22 décembre. Cette année, près de 16 000 mètres carrés d'espace ont été livrés aux participants. Une période pour faire de bonnes affaires. Merci Maguette. Accès à l'électricité en zone rurale. Le directeur général de la Sénélec était en visite ce matin au niveau des installations de l'entreprise Excelec. Une visite dans le cadre d'un partenariat stratégique. L'occasion pour Pape Demba Bitèye de réaffirmer la politique de l'État à travailler main dans la main avec le secteur privé pour un développement des différents chantiers engagés. Sujet Cheikh Diop et Diafar Abba. L'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 nécessite la mise en œuvre d'ouvrages électriques, des lignes, des poteaux. Dans ce cadre, l'industrie Excelec apporte une contribution de taille pour l'atteinte des objectifs visés à travers ce programme du président de la République. Dans le cadre de ce projet-là, qu'on puisse développer une industrie électrique locale. Parce que comme vous le savez, jusqu'à présent, tout le matériel électrique était importé. Et si nous devons aller vers l'accès universel, c'est important qu'on puisse développer une industrie électrique locale. Bientôt, on sera à l'abri et on sera capable de prendre le matériel dont nous avons besoin ici au Sénégal, produit au Sénégal par des Sénégalais pour le développement de l'industrie électrique locale. La visite de cette installation par le directeur général de la Sénélec témoigne de la reconnaissance de l'expertise dont fait preuve Excelec SA, dirigé par Pape Ali Gueye. On va aller à Anne pour visiter les autres infrastructures de Excelec. C'est en ce moment-là qu'ils vont voir le matériel de réseau, les câbles et accessoires électriques qui font que, en combinaison avec la fabrication de supports, avec le matériel d'exploitation qui est sur place à Anne, avec cette jonction-là, on va très vite sur tous les chantiers qui sont initiés par M. le Président de la République. Après Diamniadio, cap sur l'entrepôt de stockage de Anne. Ici, tous les accessoires moyenne tension et basse tension exposés. Excelec contribue au développement du pays en donnant également de l'emploi aux jeunes. Nous sommes là, tout fiers d'encourager ce promoteur et de le pousser à continuer pour qu'ensemble nous puissions apporter le confort nécessaire et le réconfort aux Sénégalais, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural. Un partenariat dynamique entre Excelec et la Sénélec, fruit d'une excellente collaboration qui date depuis 2016 pour faire de l'accès universel à l'électrification. Parlons santé. À présent, la région de Diourbel a enregistré plus d'une centaine de cas de nouvelles infections au VIH-Sida. Une alarmante situation selon les agents de santé de la région. Vous le savez, la journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée hier. Cette année, à Diourbel, une randonnée pédestre a été organisée par les acteurs pour mieux sensibiliser sur la propension de la maladie. Babacar Diouf et Nongonjaï. La région n'est pourtant pas dans la zone rouge, mais le nombre de cas détectés chaque année inquiète le personnel de santé. 1432, c'est-à-dire 1402 personnes ont été dépistées positives et suivies au niveau des différents sites de prise en charge de la région. Donc ça c'est le corps de manière globale. Et pour ce qui concerne les nouvelles infections, en tout cas pour l'année 2018, on a enregistré 421 nouveaux cas d'infection au VIH-Sida. Pour l'année 2019, de janvier à septembre, on est à 275 nouveaux cas, ce qui n'est pas du tout négligeable.
Il faut alors agir. La gouvernance prend les devants. Une randonnée pédestre est alors initiée pour faire adhérer les masses à la lutte contre le sida dans la région. Le traitement est devenu accessible du fait des efforts que l'État a consentis dans ce domaine. Ce qui nous reste à faire, c'est d'amener les populations à adhérer à cette politique de l'État de plus en plus. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire une randonnée pédestre. Par un itinéraire qui a permis de toucher les couches les plus reculées de la commune, de Diourbel, le gouverneur, les services techniques régionaux, le personnel de santé ont invité les populations à prendre conscience de la présence de cette maladie qu'est le sida. Et oui, Babacar, c'est connu, le sport soigne tous les maux. Justement, une randonnée pédestre a également été organisée à Saint-Louis par l'association Prévenir pour sensibiliser les populations sur les dangers du cancer. Cette fois-ci, selon le cancérologue Abdulaziz Kassé, 30% des cancers sont provoqués par le tabagisme. Le professeur est interrogé par notre équipe là-bas, dans le Nord. Aujourd'hui, le cancer est la première cause de décès au Sénégal après l'âge de 40 ans. Et à chaque fois que le cancer est entré dans une famille, c'est comme si on avait organisé l'héritage. La première des choses à faire, c'est le tabagisme. Toutes les formes de tabagisme. De la cigarette à la choucha, à la cigarette électronique, etc. Éliminer le tabagisme correspond à éliminer 30% des cancers. Toutes les formes d'alcoolisation s'accompagnent d'un risque accru de cancer. Et troisièmement, des facteurs nutritionnels et alimentaires qui comprennent le sucre, le sel, le gras. Ne négligez pas ce que vous faites. Il aurait suffi que ces propos soient donnés à 5 personnes. Il y a une vie que vous sauverez. Zoom maintenant sur le centre des handicapés au travail en prélude à la journée internationale du handicap. Vous allez le voir, une dizaine de personnes handicapées s'activent dans le reconditionnement des ordinateurs. Ces machines sont nettoyées et régénérées avec des logiciels éducatifs avant de les acheminer dans les écoles dans tout le Sénégal. Un travail essentiellement réalisé par des personnes handicapées. Aminata Mbaresso et Dafaraba. Bienvenue au centre des handicapés au travail. Dans ce centre, l'essentiel du travail tourne autour de l'ordinateur. Nous avons un travail à la fois noble et apportons modestement notre pierre à l'édifice national. Parce que d'abord, les ordinateurs que nous recevons de l'extérieur, nous les régénérons et installons des logiciels éducatifs pour l'éducation de nos enfants. Une fois que ces ordinateurs-là utilisés quelques années, quand ils arrivent en fin de vie, nous les récupérons. Encore pour en faire une utilisation judicieuse pour préserver l'environnement. Donc nous avons un travail double. Abou Soumaré, un des agents, il officie dans ce centre depuis une dizaine d'années. Dans cette visite guidée, il nous présente les différentes étapes de leur travail. C'est là où se fait le démantèlement de tous les matériaux que nous recevons. Ici, nous sommes dans la salle de stockage. Donc tous les matériaux que nous recevons des partenaires, de l'administration, du secteur informel, de tout. Donc on les stocke là pour leur démantèlement. De l'installation de logiciels éducatifs en passant par le démantèlement des ordinateurs ou de machines en fin de vie, c'est toute une chaîne de travail qui est assurée par un personnel en nombre réduit. On est une dizaine et nous souhaitons, et le directeur nous l'a promis, d'augmenter le personnel handicapé. Une expérience, une maîtrise de l'outil informatique grâce à une formation. Dans la formation que nous avons faite avec les Espagnols, ils nous ont appris que le travail n'est pas sans risque. C'est pourquoi on a eu à avoir, n'est-ce pas, toute la protection nécessaire pour pouvoir travailler sur des matières dangereuses. À l'occasion de la célébration de la Semaine internationale des personnes handicapées, les agents du Centre des handicapés au travail démontrent à nouveau leur savoir-faire et leur participation dans la préservation de l'environnement.
Merci Aminata, un bel effort dans la lutte contre l'exclusion sociale, n'est-ce pas? Et puis retenez d'ailleurs, le directeur de l'Agence de l'informatique de l'État annonce un projet d'extension du centre prochainement. Et puis retour à l'Assemblée nationale pour évoquer le passage du ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal pour solutionner la problématique de l'assainissement et l'accès facile à l'eau, l'opposition parlementaire soutient qu'il reste beaucoup à faire. Une déclaration rejetée par les parlementaires de Benno Bokk Yakaar. Par ailleurs, le budget du ministère est évalué à plus de 113 milliards de francs CFA. Compte rendu, Mohamed Somb et Youssou Barou. L'accès à l'eau potable, une priorité évoquée par les députés à l'examen du budget 2020 du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. La question est diversement appréciée par les représentants du peuple. Je pense que l'opposition n'a pas de rétroviseur. Il ne regarde pas en arrière. Il y a des années à Dakar, avec quelques minutes d'eau, Dakar est inondé. Mais vous voyez cette année, le ministre l'a dit, il y a plus de 400 quelques mètres cubes d'eau qui est tombée à Dakar. Mais est-ce que vous avez vu une inondation à Dakar? Mais il y en a à Tengue, à Rufisque, d'accord. Il y en a quelque part à Dakar. Mais il y a des moments, il y avait tout Dakar qui était inondé. Donc ça, c'est un avancement. C'est des millions qu'on a mis sur l'eau potable aussi. C'est assez regrettable de voir qu'en 2019, des populations font plusieurs kilomètres pour se procurer de l'eau potable. Dans certains villages, le matin, des femmes se lèvent très tôt pour faire 2, 3, voire 5 kilomètres pour se procurer de l'eau potable. Un autre problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'assainissement au Sénégal. Je ne peux pas accepter le fait que Touba a un problème majeur d'assainissement. Il faut revoir la politique dans ce secteur. En termes de recommandations, les députés insistent. La prise en compte du programme des 10 grandes villes. Et moi, je me réjouis de ce que Rufisque fait partie des villes qui sont cibles et que sur Rufisque, il y a une réflexion plus approfondie qui est en train d'être menée. Et j'ai la certitude qu'aujourd'hui, le président Macky Sall veut mettre le paquet sur l'assainissement de Rufisque. Le programme d'assainissement des 10 villes tarde à être réalisé. L'État se voile la face. Il n'a pas d'argent pour financer le projet. Réaliser un plan de drainage des eaux pluviales, mais aussi faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations, ce sont là les méthodes portés à l'endroit du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Pour 2020, le département ministériel va fonctionner avec un budget de 113 329 743 184 francs CFA.